Bonsoir à tous, voici les principales articulations de ce journal. Guerre à l'est de la RDC, l'ultimatum lancé au M23 par le sommet extraordinaire de la Cergel Kampala arrive à terme apparemment sans résultat. Les rebelles sont toujours à Goma et multiplient des subterfuges. Pendant ce temps, à la demande du bureau du Sénat, 3 membres du gouvernement étaient ce lundi devant la Chambre haute du Parlement pour fournir des explications sur la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays, mais aussi des mesures que le gouvernement préconise pour sortir de cette impasse. L'Union des forces du changement hausse le ton et appelle le gouvernement à s'assumer devant la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Seul dialogue inclusif sortira le pays de la situation actuelle, estime le parti de Léon Kingo-Adondo. Enfin, un homme qui rentre dans l'histoire, Paul Malembe Tamandia entre dans le Panthéon. L'ancien recteur de l'ISTI et de l'IFASIC a été élevé samedi dernier au grade de docteur honoris causa de cet établissement universitaire qu'il a vu naître et grandir. Voilà tout pour le sommaire. Chose promise, chose due, les 3 membres du gouvernement convoqués par la Chambre haute du gouvernement pour être entendus sur la question de l'Est se sont finalement présentés ce lundi devant les élus des élus. Le ministre de l'Intérieur a répondu sans débat à 2 questions relevant de sa compétence. Quant à ses collègues de la Défense et des Affaires étrangères de la coopération internationale, ils ont jugé hasardeux de répondre à des questions cruciales sur la vie de la nation dans la précipitation. Ils ont par ailleurs demandé aux sénateurs de leur accorder un délai pour ce faire. Les détails avec Oscar Bakandoa, Serge Côté, Blanchard Candolo. Ils étaient tous là, les 3 membres du gouvernement visés par la question orale avec débat, initiée par le sénateur Mokonda Bonza. Seulement Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, et son collègue de la Défense, Alexandre Loubatambo, vont solliciter de la plénière un sursis en vue de revenir devant les élus des élus très prochainement, compte tenu de la délicatesse de la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Le seul ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguezemans, a fait son exposé au sujet des manifestations qui ont eu lieu à travers le pays après la chute de la ville de Goma. Le ministre a fait état de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels, notamment à Kisangani, Bunia, Isiro, ainsi que dans d'autres villages de la province orientale. Quant aux efforts déployés par le gouvernement pour garantir la stabilité à travers le pays, Richard Mouyej-Manguezé affirme que toutes les institutions provinciales ont été mises à contribution à cette fin. Un débat est prévu pour la semaine prochaine autour des différentes questions devant les élus des élus. Et à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux sont divisés sur l'issue de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'est du pays. L'interpellation du Premier ministre, initiée par le député de l'opposition Germain Kambinga, a été rejetée par les députés de la majorité qui estiment que la démarche du porte-parole du MLC énerve certaines dispositions du règlement intérieur de leur chambre. Oscar Bakandoa et Blanchard Candolo. La question figurait à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi. Étudier l'opportunité de l'interpellation du chef du gouvernement. L'auteur de cette demande, le député national Germain Kambinga, voulait avoir des informations précises sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, plus précisément dans le Nord Kivu, où les rebelles du M23 se sont emparés de la ville de Goma. Mais contre toute attente, par une motion de procédure de la majorité, l'initiative de Kambinga a été balayée. Avant même le vote de cette motion, les députés de l'opposition en colère ont vidé la salle. Mais l'auteur de la demande ne manque pas d'arguments. L'honorable Balabagé est venu mentir au peuple congolais, faire croire qu'il y a un problème de procédure. Il n'y a aucun problème de procédure. Il faut comprendre le message de la majorité. Ils sont dans une logique de suicide collectif. Le M23 est à Goma. Ils sont dans la psychose de leur arrivée à Kinshasa et ils voudraient entraîner tout le monde. Du côté de la majorité, l'on justifie ce rejet par le fait que la demande du député de l'opposition a violé le règlement intérieur. Nous, de la majorité, nous voulons exactement que les membres du gouvernement viennent à l'Assemblée nationale pour nous faire la lecture de la situation sécuritaire dans notre pays et spécialement à l'est de la République. Mais au même moment, nos collègues de l'opposition, par l'entremise du collègue Kambinga, ils ont introduit une interpellation au Premier ministre de la République. Nous disons oui, l'interpellation peut être introduite, mais il faut respecter la procédure.
Dans une salle monocorde, les élus de la majorité ont tout de même proposé d'inviter les ministres sectoriels en vue d'éclairer la lanterne des élus du peuple. Dans le couloir de l'hémicycle, des élus rencontrés sont quasi unanimes. Il faut un dialogue pour faire l'économie des vies à l'est du pays. Ceux interrogés par nos reporters Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo, vous allez l'entendre, exhortent le gouvernement à convoquer des négociations inclusives. Suivez. Il faut toujours chercher des solutions. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas un problème sans solution. Les va-et-vient entre Kinshasa et Kampala, moi je trouve que ça peut être une bonne chose. Les dialogues, l'échange, c'est ce qui favorise la solution au problème. Parce qu'aujourd'hui, à mon humble avis, nous n'avons pas besoin de crépitement des armes. Nous n'avons pas besoin de la recherche de prendre le pouvoir par les armes. L'utilisation des armes équivaut à l'effusion de sang. Nous sommes aussi en pleine démocratie. Et en démocratie, les solutions doivent être trouvées pacifiquement. Aujourd'hui, du moins, il faut reconnaître une chose, on est sur la même table. Nous voulons quoi? Nous voulons la paix dans ce pays. Retour sur Kampala 5 qui appartient désormais à l'histoire avec une somme de résolutions pertinentes. Résolutions allant dans le sens de mettre autour d'une même table le gouvernement et les mutins du M23. Si pour le gouvernement, l'évaluation des accords du 23 mars 2009 serait la meilleure option pour résoudre la crise dans l'est du pays, le M23 pour sa part soutient les négociations. Et dans l'opinion, l'on veut savoir s'il faut parler du CNDP ou s'il faut évoquer cette question des accords avec le M23. Je propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Kampala a livré le secret sur le sommet extraordinaire qui s'est tenu le 24 novembre dernier. C'est une somme de résolutions prises par le chef d'État présent dans la capitale ougandaise. Parmi celles-ci, l'on peut citer les plus importantes, comme celle enjoignant les éléments du M23 à mettre fin à leur offensive sur terrain, à quitter la ville de Goma pour se replier à une distance de 20 km dans un délai de 48 heures, à restituer les armes confisquées aux éléments de la police nationale congolaise de Goma afin de leur permettre de poursuivre la mission de maintien de l'ordre public, et enfin celle adressée au gouvernement congolais d'évaluer le niveau de mise en œuvre des accords conclus en mars 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP. Pendant que certains se jettent en conjecture pour parler d'un début de négociations directes avec le M23, Kinshasa se dit plutôt prêt à une évaluation. Seulement un problème et non de moindre risque de s'opposer. C'est celui de savoir s'il faut parler du CNDP ou s'il faut évoquer cette question des accords avec le M23. Étant donné qu'en 2009, la structure M23 était inexistante et donc ne pouvant logiquement poser aucun acte de ce fait même. Et que par ailleurs, le CNDP existant à l'époque s'est mué aujourd'hui en parti politique membre de la majorité présidentielle. Avec qui devrait-on discuter alors sur le plan formel? De toute évidence, il apparaît que c'est le M23 qui porte les revendications du CNDP, qui parle avec insistance des négociations élargies à l'opposition, la société civile et à la diaspora. Et du côté gouvernement, une concession a été faite pour faire une évaluation au nom de la paix et pour abréger les souffrances que l'on fait subir aux populations congolaises à cause des affrontements à l'arme lourde. La lacinante question est de savoir à quand le début de cette évaluation, quel sera son format, quelles seront les personnalités devant y prendre part, leur qualité, les termes de référence et à charge de qui ces négociations. Ça sera où? Est-ce en RDC et dans quelle ville ou en dehors du pays? Mais s'il est vrai que l'accord de principe est levé pour une évaluation, certaines zones d'ombre persistent encore. Nombreux sont curieux de savoir ce qui adviendrait si jamais une des parties, notamment le M23, ne souscrivait pas à la démarche. Si jamais ce mouvement campait sur ses positions, y aura-t-il des sanctions contre lui? Quelle est l'autorité qui prendrait l'initiative de la sanction? Est-ce que la CIRGL prendrait de risques d'envoyer des hommes pour combattre le M23? Celle-ci a-t-elle une force en permanence pour contraindre le M23?
Voilà autant de préoccupations restées jusqu'ici sans réponse. Dans tous les cas, les 48 heures d'ultimatum donné au M23 pour se retirer des Goma expirent ce soir. Attendons voir. Pour sa part, l'Union des forces congolaises et ses alliés de l'opposition se disent indignés et demandent au chef de l'État et d'autres responsables d'assumer leurs fonctions régaliennes, politiques et sociales pour l'intérêt supérieur de la nation. Au cours du point de presse tenu par cette plateforme ce lundi à Faden House, l'UFC exige des négociations pour sortir de la crise. Mariam Boya et Pati Alouma. Cette guerre n'est pas la guerre de l'Est, ni seulement à l'Est. Elle est la guerre contre tout un peuple. C'est ce que déclare le partisan des négociations républicaines PNR, l'UFC et autres partis politiques réunis lundi à Faden House. Comme un seul homme, ils exigent de négociations républicaines et intercongolaises, s'étendant sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Michel Bongongo, secrétaire général de l'UFC, propose des axes et principes moteurs de ces négociations. La réforme des forces armées, de la police et des services de sécurité, de manière à ce que le peuple congolais trouve désormais en eux l'expression de sa grandeur, de sa dignité et en retire un motif de fierté mérité. La réforme du système électoral, en y intégrant impérativement une restructuration profonde de la CENI et un recensement général de la population avant la tenue de toute autre élection. La concrétisation du processus de décentralisation avec l'obligation d'aboutir au fédéralisme qui donnera naissance à des grands États fédérés au sein de la République fédérale du Congo. Par ailleurs, ces leaders politiques pensent que les dites négociations ne devraient plus être comme le passé, le seul fait du prince, et que la liste de partisans à ces assises devrait être constituée paritairement par les représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et de la diaspora congolaise. La dynamique des parlementaires pour la paix et les élections transparentes condamne elle aussi la guerre que mène le M23 contre la République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse tenu vendredi dernier au Centre de rééducation pour handicapés physiques, cette organisation qui regroupe les anciens parlementaires de la Troisième République exhorte le gouvernement à convoquer un dialogue inclusif pour l'intérêt supérieur de la nation. Rosa Wazi, Charlie Tonsi et Fiston Bouini. Loin des institutions publiques, la dynamique de parlementaires pour la paix et les élections crédibles et transparentes suit de près la situation politique et particulièrement la crise qui prévaut actuellement à l'est du pays. Au nom de ses pairs, Jean Baudouin Idambito dénonce la guerre qui déchire de nouveau le pays et on appelle à un dialogue inclusif pour sauver la nation en danger. On a appelé à maintes reprises, non seulement à une union nationale solide, mais surtout à la tenue d'un dialogue national inclusif comme un moyen ultime de résoudre les conflits récurrents à l'est du pays, ainsi que d'autres disséminés à travers le pays. Loin de se contenter des simples condamnations, la DIPECT propose au regard de la dégradation accélérée de la situation sur le terrain quelques pistes de solutions pour sortir de la crise. Réconciliation nationale en vue de décrisper le climat politique né des élections tant de 2006 que du 28 novembre 2011, qu'il sied de tirer toutes les conséquences politiques en vue de renforcer l'unité nationale. La mobilisation générale destinée à remonter le moral de tous au combat. La mobilisation des moyens extra-budgétaires en faveur de l'armée et des forces de sécurité en vue de renforcer les capacités combatives sur le terrain. La RDC, a-t-il prévenu, est obligée de vivre en paix avec ses voisins, mais elle doit pour ce faire se doter d'une armée forte, républicaine et dissuasive, capable de défendre les frontières nationales. Autre chose à présent, un peu plus de 6 000 agents du ministère de la Justice et des agences affiliées ont pris part dimanche au test d'évaluation organisé par le Fonds européen de développement dans le cadre du projet d'appui à la bonne gouvernance. Notre équipe de reporters s'est rendue au site de l'Université de Kinshasa où le personnel affecté par la SODEICO qui assure l'organisation technique de cette session s'est bien acquitté de sa tâche. Rosa Wazi, Charlie Tansi et Fiston Bouini.
Annoncé depuis quelques semaines, le test d'évaluation organisé à l'intention des agents du ministère de la Justice et services affiliés se déroule sans incident et surtout dans un climat de convivialité. Les fonds européens pour le développement qu'il a soutenu à travers son programme d'appui à la bonne gouvernance peut s'estimer heureux de contribuer à la réforme de l'administration publique en RDC. Nous avons fait depuis que nous sommes ici, depuis 3 ans, beaucoup d'efforts pour un renforcement des ressources humaines, mais pas seulement. Alors tout ce processus dans lequel nous sommes actuellement a commencé par une évaluation institutionnelle du ministère de la Justice des services déconcentrés et rattachés et qui s'est poursuivi par un nouveau cadre organique qui a été accepté par le ministère de la fonction publique. Pour sa part, la SODEICO, qui a assuré l'organisation matérielle de ces tests d'évaluation à travers l'ensemble du territoire national, confirme un taux élevé de participation. La SODEICO dispose d'une expertise et de suffisamment de compétences et de connaissances pour pouvoir appuyer le ministère sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, nous avons des zones de guerre où nous n'avons pas pu appuyer, où les tests n'ont pas pu se passer, mais ils vont se passer également dès que la situation sera calmée. Mais en attendant, vous avez des agents dans tous les chefs-lieux de province. Tous les agents du ministère de la Justice passent leurs tests. Donc nous avons à peu près plus de 6 000 agents qui passent leurs tests. Aucun pays au monde ne peut se développer sans une administration publique efficace, affirment les experts. L'administration est l'épine dorsale de toutes les nations civilisées. Grâce à cette coopération qui arrive presque à terme, la RDC devrait à court terme remettre sur le rail son administration qui hier était un modèle pour l'Afrique. L'ONG Forum économique a pour sa part organisé une conférence débat autour du thème « Quelle économie pour un Congo émergent ?» Objectif de ces assises, amener toutes les structures du monde économique à réfléchir chacune dans son domaine d'activité sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour rendre prospère l'économie en RDC. À travers des concertations et des échanges, les participants ont pu apporter des solutions palliatives aux problèmes de ce secteur, comme l'explique le président du Foreco, Placide Kanza. Les experts, les journalistes, des étudiants et d'autres partenaires qui, ensemble, acceptent qu'à travers leur choc des idées, la lumière jaillisse pour qu'on apporte la solution idoine afin de révolutionner la République démocratique du Congo. Nous avons réussi malgré la pluie, mais à mon avis, les 4 intervenants se sont présentés et c'était des thèmes que nous avons sélectionnés en collaboration avec toute l'équipe du Foreco. Et je crois que vous étiez dans la salle avec tous les débats qu'il y a eu, je crois, au niveau de petits commerces, l'exercice, à qui cela profite-t-il? Vous avez eu la réponse du Conseil des ministres qui l'a représenté ici, avec la Procrédit, et tout de suite là avec les messieurs de la DGI. Je crois que nous avons vraiment atteint les objectifs en organisant ces forums aujourd'hui. Grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PMU, les travaux d'extension et de modernisation des installations de la Régie des eaux à Kinshasa vont bientôt prendre une vitesse de croisière. Une délégation de la Banque mondiale en séjour à Kinshasa a visité les usines de production d'eau de Njili, Ngaliema à Lukunga. Et cette journée d'inspection a eu lieu le samedi dernier. Oscar Bakandoa, Charlie Tonsi et Fiston Bini. Les travaux de réhabilitation de l'extension du réseau de la Régie des eaux peuvent désormais démarrer en toute quiétude pour le grand bonheur de la population bénéficiaire. La délégation de la Banque mondiale en visite à Kinshasa en a eu le cœur net à la faveur de cette tournée d'inspection dans les différents chantiers ouverts à Kinshasa. De l'usine de traitement de Njili, Lukunga, en passant par la station de pompage de Ngaliema, le décor est bien planté. Un lot de tuyaux de différents diamètres, mais aussi des compteurs sont déjà à Kinshasa et vont bientôt être déployés sur le terrain. La cellule d'exécution des projets de la Régie des eaux, CEPO, a de quoi se réjouir à l'idée que désormais les choses sérieuses peuvent commencer après plusieurs années de négociations. Pour rappel, le projet d'aménagement de l'eau potable en milieu urbain, financé par la Banque mondiale avec un peu plus de 100 millions de dollars américains, concerne 3 villes du pays. Il s'agit de Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Partout, les travaux avancent plutôt bien à la grande satisfaction des bailleurs de fonds.
Le professeur émérite Paul Malembe Tamandiak vient d'être élevé au titre de docteur honoris causa de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication pour des loyaux services rendus dans le domaine de la presse en RDC, en Afrique, en tant qu'initiateur et promoteur de l'Institut supérieur des techniques de l'information ISTI. Et la cérémonie a eu lieu samedi dernier en la salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Suivez. Promoteur de l'ISTI et premier DG de la toute première école de journalisme du pays, Paul Malembe Tamandiak est aussi le premier recteur de l'actuel IFASIC et premier rédacteur en chef de la radio-télévision nationale. C'est un homme qui aura tout donné pour son pays. C'est sacre et bien le résultat de tant de services rendus à la République. Paul Malembe Tamandiak est considéré comme l'icône de la presse congolaise, a joué un rôle majeur dans la politique nationale, mais aussi dans la formation de la jeunesse congolaise. Président de la Commission des États généraux de la presse, il a lutté pour la liberté de la presse dans notre pays. Ce jour où il est élevé au titre de docteur honoris causa de l'IFASIC, son alma mater lui rend hommage à travers cette distinction honorifique. Après plusieurs témoignages de différents professeurs, les étudiants et d'autres personnalités anonymes, le jury lui a conféré la haute distinction universitaire tant rêvé par le corps scientifique. Pour les recteurs de l'IFASIC, le prof Jean-Lucien Kitima, le doyen de la presse congolaise, le prof émérite Paul Malembe Tamandiak mérite ses honneurs. Jean-Lucien Kitima et le ministre de l'ESU ont eu le mérite d'immortaliser cet homme qui restera à jamais dans la mémoire des Congolais. L'émotion est grande, je voudrais pleurer en tant que patriarche, on ne peut pas voir mes larmes. C'est par ces mots pleins de signification que le prof Malembe entame son discours avant de remercier tous ceux qui ont voulu l'immortaliser ce jour. Agrémentée par l'orchestre de l'INA, cette cérémonie émouvante aura permis à toutes les personnes présentes de communier avec le prof Malembe qui rentre désormais dans les panthéons de l'histoire de la presse nationale. Et à présent, Rosa Wazi va nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin. Tous les regards sont tournés vers Kampala 5, c'est ce que fait la une de journaux parus ce lundi dans la capitale. Retombées des Kampala 5, de tête doivent tomber, titre le potentiel. Des grossières